Mesdames et messieurs, bonsoir, il est 20h, c'est parti pour le sommaire de cette édition. La commission ad hoc chargée d'auditionner Khalifa Sall ne s'est pas présentée cet après-midi à Rebeuss. Sur place, des femmes souteneurs du maire de Dakar ont manifesté. Une dizaine d'entre elles sont actuellement entre les mains des limiers. Le dialogue politique, on en parle dans ce journal. Après une première journée difficile, on s'interroge sur les chances de réussite. Les observateurs de la scène politique nous livrent ici quelques astuces. La disparition des cars rapides programmés pour 2018 fait grincer des dents chez les chauffeurs récalcitrants de se séparer de ce qu'ils qualifient de patrimoine national. Ils réclament des mesures d'accompagnement. Et puis à Rufisque, les commerçants du marché central dans tous leurs états à propos du projet de modernisation du marché, ils ont décidé de ne plus payer de taxes. Ces commerçants réclament l'arbitrage du chef de l'État. Puis l'invité du journal, il s'agit du professeur Mamadou Aliou Diallo, enseignant en droit public à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. La commission ad hoc chargée d'auditionner Khalifa Sall ne s'est donc pas présentée à Rebeuss cet après-midi. Une visite qui était annoncée à 17h et les avocats du maire de Dakar soutiennent qu'il leur est impossible de leur côté de faire appel à un huissier pour constater les faits. Les détails dans ce reportage signé Habib Faye et Modou Diop. La commission ad hoc de l'Assemblée nationale qui devait venir auditionner Khalifa Ababacar Sall à la prison de Rebeuss n'est finalement pas venue. Annoncé à 17h, les avocats de Khalifa Sall sont sortis vers 18h pour s'adresser à la presse. C'est qu'aujourd'hui on a été avisé de ce que la commission à 12h30 est venue pour délaisser une convocation tout simplement pour notifier à Khalifa Ababacar Sall qu'il devait être entendu aujourd'hui à 17h. Donc dans ces conditions, le maire ne pouvait pas prendre cette convocation parce qu'il avait déjà une convocation sans indication du lieu. Donc aujourd'hui, nous étions là pour assister notre client de 17h jusqu'à 18h30. Ils ne sont pas venus, donc nous avions estimé devoir aviser l'opinion publique à travers la presse que la commission qui devait entendre Khalifa Ababacar Sall n'a même pas pris la peine de se déplacer pour venir faire son travail. Il constate une carence de la commission ad hoc. Donc nous constatons tout simplement une carence de la part de la commission. Il ajoute qu'il n'est pas possible pour eux de faire appel à un huissier de justice pour constater les faits. Au moment où nous vous parlons, il nous est impossible de faire appel au service d'un huissier de justice, mais nous sommes quand même des avocats, donc des agents assermentés. Nous parlons sous la foi de notre serment. La commission ad hoc chargée de lever l'immunité parlementaire du député Khalifa Sall ne s'est pas présenté à l'heure où je vous parle à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. Détenu depuis mars dernier, le député maire Khalifa Ababacar Sall a refusé de répondre à la commission ad hoc pour lever son immunité parlementaire. Selon la loi organique portant règlement intérieur, le député à auditionner doit au préalable être libre. Mais tel n'est pas le cas, car actuellement, Khalifa Ababacar Sall est derrière moi à la prison de Rebeuss. Habib Faye, merci. Le mouvement de soutien à Khalifa Sall, dénommé les femmes khalifistes, a encore barré la route pour manifester son mécontentement. Ces femmes réclament la libération du député maire de Dakar. Cependant, à noter qu'une dizaine d'entre elles ont été arrêtées par les limiers. Certainement, nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Affaire Chertigan Gayo. L'avocat à la cour, maître Baba Diop, indique que les dispositions pénales américaines sont plus souples comparées aux dispositions pénales sénégalaises. Il estime que le paiement d'une caution peut permettre à un individu mis en cause de bénéficier d'une liberté provisoire, quel que soit le fait qui lui est reproché. Je vous propose d'écouter maître Baba Diop au micro d'Aminata Mbaresso.
Le système américain, plus connu sous le système de la common law, disons hérité de la common law anglaise, est un système qui, sur le plan de la répression, naturellement est plus rigoureuse, mais sur le plan de la protection des libertés individuelles est beaucoup plus souple. C'est-à-dire que c'est un système qui privilégie plutôt la transaction que l'emprisonnement. Donc c'est la raison pour laquelle dans plusieurs poursuites pénales initiées par la justice américaine, on met souvent les personnes en liberté dès lors que ces personnes sont disposées à cautionner. En termes clairs, ça veut dire qu'au Sénégal, il y a des infractions pour lesquelles la transaction peut vous permettre de recouvrer la liberté. C'est-à-dire, je parle par exemple de l'infraction de détournement de deniers publics. Si vous remboursez, vous êtes mis en liberté. Mais pour des délits comme des vols et crimes, etc., et meurtres et tout ça, vous ne pouvez pas cautionner pour avoir la liberté. Alors qu'aux États-Unis, pour toutes sortes d'infractions, le cautionnement peut vous quand même conférer la liberté. Alors qu'au Sénégal, voilà, c'est seulement dans certaines infractions. Dans le système américain, pour toutes sortes d'infractions, vous pouvez cautionner pour être mis en liberté, à condition que le juge fixe un montant pour le cautionnement. À partir de ce moment, le paiement de ce cautionnement-là vous permet de recouvrer la liberté. Nous parlons à présent du dialogue politique qui a démarré hier avec le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye qui a proposé aux différentes parties de se constituer en 3 pôles, en pôle de la mouvance présidentielle, en autre de l'opposition et en 3e qui va regrouper les non-alignés, une proposition qui n'agrée pas certains partis qui veulent se constituer en 4e pôle. Les détails dans ce sujet signé Fatou Bintou Conté et Mohamed Dia. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye, a recommandé la constitution de ce qu'il appelle 3 pôles politiques lors du dialogue avec l'opposition, notamment un pôle de la mouvance présidentielle, un autre de l'opposition et un 3e qui regroupera les non-alignés. Une proposition qui a fait sortir Ousmane Faye, le président de la coalition Manko Wattu Sénégal, de ses urticaires. Nous sommes des partis politiques légalement constitués. Donc le ministre de l'Intérieur n'a pas le droit et ni le prérogative de nous imposer 3, 4 ou 20 ou 100 pôles. C'est aux partis qui ont la même vision, qui doivent voir les partis avec qui ils ont la même vision, se regrouper et participer et donner leur point de vue sur le processus électoral qui concerne tous les partis politiques. Pour le coordonnateur du pôle des partis indépendants, un 4e pôle a toujours existé. Il s'indique de la réaction du ministre qui voulait souscrire à 3 pôles. Le 4e pôle, ça existe bel et bien. Et personne, y compris le ministre de l'Intérieur, ne peut empêcher l'existence de ce 4e pôle. Il peut ne pas nous convier à ces rencontres. Mais l'essentiel est que nous sommes des partis légalement constitués qui ont légalement créé ce pôle et nous continuerons à donner notre point de vue sur le processus électoral qui nous concerne. En tout cas, ce jeudi, ils vont se retrouver, ces partis indépendants, pour voir la position à adopter pour la poursuite du dialogue. Non, les gens vont se retrouver, nos amis, les partis avec qui je partage le pôle, vont se retrouver demain pour apprécier. Sinon, on va le laisser avec ses concertations. Pour Serigne Mbacké Ndiaye, qui a eu à assister à cette rencontre, l'essentiel, ce n'est pas la création de pôle, mais l'instauration d'un dialogue franc et sincère. Nous sommes victimes du nombre pléthorique de partis que nous avons. Il est clair qu'on ne peut pas organiser un débat sérieux avec 200-300 partis. Ça, c'est pratiquement impossible. Donc il faut qu'on s'organise. À l'état actuel des choses, il ne s'agit pas de parler de grands ou de petits partis. Ce n'est pas un rapport de force, c'est une réflexion qu'on est en train de faire. Ils ont été une centaine de partis à répondre à l'invitation du ministre de l'Intérieur. Des travaux qui vont se poursuivre ce vendredi. Fatou Bintou Conté, après une première journée tendue, l'on s'interroge sur les chances de réussite de ce dialogue politique. Des observateurs de la scène politique donnent quelques recettes, comme par exemple désigner un modérateur neutre et ne pas procéder à la séparation des différents partis politiques pour obtenir un consensus fort. C'est un sujet signé Cherassana Fall et Diafaraba. Un dialogue politique mal organisé et indigne de la démocratie sénégalaise. Voilà ce que retiennent ces analystes politiques du dialogue qui a démarré hier entre Aly Ngouille Ndiaye, le ministre de l'Intérieur, et les différents partis politiques du pays. Si on veut vraiment évaluer la première journée de lancement du dialogue, évidemment les esprits vont être un peu dubitatifs. Cela veut dire simplement qu'on a le sentiment du dehors comme ça, que les débats sont plus ou moins assez mal organisés et qu'il n'existe pas véritablement une feuille de route claire
des missions très claires qui sont assignées à ce dialogue et qu'apparemment les acteurs ne s'entendent pas sur le minimum pour pouvoir amorcer des concertations qui devront être franches et sincères. Je crois que le Sénégal, la démocratie sénégalaise ne mérite pas ça. J'ai vu vraiment des hommes politiques pratiquement venir aux mains. Si nos enfants regardent ça, c'est une mauvaise image, même l'étranger. Un dialogue qui, selon Momar Seyni Ndiaye, a vraiment besoin d'un modérateur. Je pense que le gouvernement a voulu faire l'économie d'un médiateur indépendant, alors qu'en réalité, ce médiateur ou ce modérateur, comme on peut l'appeler, est incontournable à l'heure actuelle. On ne peut pas, pour des forces qui sont en présence, qui sont plus ou moins opposées, donner à l'une des forces, par exemple le ministère de l'Intérieur, toute la possibilité, l'intégralité de l'organisation des discussions et l'organisation du cheminement des discussions. Et le journaliste Abdou Nying de donner des recommandations. Moi, je crois que ce qu'il faudrait, c'est que tout le monde aille à la table de négociation. Parce que ceux qui ont refusé d'y aller, mais sont en train de donner leurs arguments aux journalistes. Ils sont en train d'expliquer ce qu'ils veulent faire. Mais pourquoi ils ne vont pas aller devant tous les autres partisans et expliquer ce qu'ils veulent? L'histoire du ministre de l'Intérieur, moi, je crois que c'est un point que les gens doivent dépasser. Le ministre de l'Intérieur, c'est le patron des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets. Si vous mettez quelqu'un de neutre, ce monsieur-là, il va travailler avec le préfet, les gouverneurs, et c'est eux qui organisent l'élection à la base. Donc si vous changez le ministre, d'accord, mais le ministre, c'est le patron de tous ces gens-là. Le dialogue politique convoqué par le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye a démarré hier avec de nombreux couacs liés à la création de pôles pour faciliter le débat, sans oublier des partis de l'opposition qui ont refusé de répondre à l'appel. Cher Hassan Affal, je vous l'annonçais en début de journal, le mouvement de soutien à Khalifa Sall, dénommé les femmes Khalifistes, a encore barré la route cet après-midi pour manifester son mécontentement. Ces dames réclament la libération du député maire de Dakar et une dizaine d'entre elles ont été arrêtées par la police. Un reportage signé Habib Faye et Modou Diop. Venus à Rebeuss soutenir le député maire Khalifa Ababacar Sall, les femmes khalifistes ont encore barré la route de la Corniche. Tout à coup, c'est l'arrivée des forces de l'ordre pour disperser la foule avec leur gaz lacrymogène. Une dizaine sont actuellement entre les mains de la police. Ngoné fustige et réclame la libération de leur mère. Nous sommes dans un état de droit et quand même nous avons la liberté de manifester, la liberté de protester. Et nous considérons que les droits du député maire sont en train d'être bafoués. Nous demandons à l'État du Sénégal encore de savoir raison garder et de revenir à de meilleurs sentiments. Ces femmes khalifistes ne comptent pas abandonner le combat pour la libération du député maire. Nous parlons de toute autre chose à présent avec les commerçants du marché central de Rufisque, très en colère à propos du projet de modernisation du marché. En assemblée générale, ils ont décidé de ne plus payer de taxes. Ils réclament l'arbitrage du chef de l'État. Plus de détails avec nos correspondants sur place, Ousseynou Diop, Ousseynou Thiam plutôt, et Biradiane. En assemblée générale, les commerçants de Rufisque s'insurgent toujours contre le projet de réhabilitation et de modernisation du marché central. Ces commerçants dénoncent l'absence totale de concertation autour de ce projet. On a entendu M. Boubacar Albendoy dire qu'il a déjà cherché des sites de recasement suite au projet Carré d'Or, alors que depuis lors, on n'a aucune réunion avec lui pour chercher des solutions préalables à ce projet. Depuis lors, Albendoy ignorait de rencontrer les commerçants. Comment il peut ignorer à rencontrer les commerçants et chercher des sites de recasement sans aucun consensus préalable avec ces derniers? Donc je crois qu'Albendoy est en train de se tromper lui-même à travers ce projet Carré d'Or. Aucune concertation avec les commerçants depuis la réunion de la préfecture avec le préfet. Des commerçants très remontés contre les autorités municipales et qui ne veulent pas dévoiler l'autre étape de leur plan d'action. Le plan B, on le conserve pour nous. En tout cas, on est prêt à faire tout. En tout cas, Albendoy, il est là maintenant pour se moquer des commerçants, ça veut dire ça. Et ça ne passe pas. Donc il n'a qu'à se ressaisir et à venir vers nous pour discuter avec nous, pour au moins chercher un consensus général avec les commerçants.
Pour le moment, ces commerçants décident de ne plus payer de taxes journalières et réclament l'arbitrage du chef de l'État. C'est la division au sein du comité de gestion forail des grands ruminants de Dakar. Le préfet de Pékin a ordonné la tenue d'une assemblée générale pour élire un nouveau bureau, ce qui n'est pas du goût du bureau sortant. Au centre des débats, les 20 000 francs de taxes prélevées sur les camions. Les détails donc dans cet élément signé Salif Sow et Asmalik Diop. Le renouvellement du comité de gestion du forail des grands ruminants de Diamaguène pose problème. Le bureau s'est fissuré en cette veille d'élection à l'origine du divorce, la taxe de 2000 francs. Le préfet bu nekk Pékin dafa jël décision pour ñu dem voter. Vote bi nag wax dëgg yàlla gënaluñu bu ñu sañoon duñ fi dem ndax vote bi day yokk histoire suñu diggante mais duñu defar. Boo gisee kenn ku nekk di xëccoo ci comité de gestion bi ndax bëgg boo fa la rek nga lekk xaalis bi. D'accord nañu commission mën na am mais d'accorduñu 2000 francs bii di continuer. Au banc des accusés, l'autre camp se braque. Il n'est pas question d'éliminer les surtaxes. Le préfet lii mu wax comme mooy autorité mooy administration territoriale lu mu wax loolu si la ñu war a sukkandiku mais su dee nit wax na leen na ngeen dem assemblée générale yow su dee wóolu nga sa bopp loolu si tiit dañuy dem assemblée générale purement et simplement. ñun waruñ dem ak moom élection ndax li tax waruñ dem constitution Sénégal da ne sénégalais buy falu Sénégal da ngay juddoo Sénégal. 2000 francs yi mënul deñ li tax mënul deñ daral bi moom fii la ko fekk. ñun janvier bii di ñëw moo ñu am fi 40 ans fii la fekk daral bi kees bi fii la ko fekk kees bi mooy yore buntu daral bi mooy fay magu daral bi mooy fay lépp. Un forail, deux clans, le bureau consensuel du comité de gestion risque de ne pas voir jour. Le préfet de Pékin, lui, a proposé une assemblée générale faute d'entente entre les deux parties. 2018, une année où les cars rapides ne seront plus autorisés à circuler. Une annonce qui n'est pas du goût des chauffeurs de ces moyens de transport qu'ils considèrent comme un patrimoine national. Ces chauffeurs souhaitent des mesures d'accompagnement. Un reportage signé Habib Faye et Younous Diatta. Renouvellement du parc automobile, plus de cars rapides à l'avenir. Ces moyens de transport, un patrimoine national à sauvegarder selon certains. Je pense que ce n'est pas la bonne option d'éliminer les cars rapides parce qu'ils font l'affaire de nombreuses personnes, surtout celles diminuées. Vous savez, tous les gouvernements qui se sont succédés ont eu ce vœu de s'en séparer. Pour moi, c'est un patrimoine national. Vraiment, ce sera compliqué. Les cars rapides ont beaucoup d'utilité dans la société. Par exemple, avec 50 francs, tu peux effectuer un trajet, et souvent même sans sous. Si c'était une pétition, je ne l'ai pas du tout signée, car je prends chaque jour le car rapide pour aller au travail. On doit les laisser faire leur boulot. Les avis sont partagés. Pour d'autres, il faut moderniser. C'est normal de les supprimer dans la circulation. Ils nous empêchent de voyager correctement. En plus, ils ne sont pas prudents sur la route. Les changer est une bonne chose, mais il faut avant tout les trouver des remplaçants. En revanche, les chauffeurs souhaitent un accompagnement. Le Sénégal a un sérieux problème de transport. Donc avant de changer le parc automobile, il faut d'abord rassurer les populations. C'est mieux car ces moyens de transport ne remplissent pas les conditions de sécurité. Les nouveaux cars qui vont venir doivent être à la disposition des populations. Les cars rapides jouent un rôle très important dans notre société. Les cars rapides seront éliminés de la circulation en 2018, selon le ministre des Infrastructures. Une annonce loin de plaire à tous les chauffeurs. Nous allons à Kaffrine, la région qui demande un coup de pouce sur le plan sanitaire. En effet, beaucoup d'efforts sont faits, mais la demande est toujours là. C'est dans ce cadre que les États-Unis, à travers un programme de financement direct dénommé J2J, sont venus en aide à la région, notamment pour l'amélioration de la santé maternelle et néonatale. Les détails avec notre correspondant sur place, Ibrahim Diamé. Malgré les efforts de l'État fournis en matière de politique sanitaire, la région de Kaffrine fait toujours face
face aux défis d'infrastructures sanitaires bien équipées en personnel et en matériel médical. Parce que vous savez que Kaffrine, c'est une nouvelle région où les indicateurs en santé de la reproduction sont faibles, liés à un déficit en infrastructures sanitaires, à un plateau technique qui est faible, mais aussi un déficit en ressources humaines. Et faute de ce constat, le ministère de la Santé, en collaboration avec l'USAID, ont décidé de mettre en œuvre ce programme au niveau de la région de Kaffrine. Il s'agit du programme dénommé G2G, un mécanisme de financement qui a permis aujourd'hui, entre autres réalisations, la réouverture du centre néonatal de l'hôpital régional de Kaffrine. Dr Toulini Boumishingi est l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal. Ici, avec un coût de presque 13 millions de francs CFA, nous avons aidé à la réouverture de ce centre néonatal. Mais bien sûr, il y a encore beaucoup à faire. Et comme je l'ai dit, ça c'est seulement une contribution pour ajouter à ce que le Sénégal, votre pays, est en train de faire ici au niveau de la santé. Outre cette unité de néonatologie, beaucoup d'autres réalisations ont été faites par ce programme selon le médecin-chef de région. Donc ce projet a commencé depuis 2015. Il faut dire que depuis 2015, pas moins de 240 millions qui ont été injectés dans la région de Kaffrine en termes de recrutement de personnel, en termes de relèvement du plateau technique, mais aussi en termes d'activités de soutien, en termes de formation, mais surtout relèvement du parc logistique par l'achat de véhicules et de motos. Le programme américain n'intervient pas seulement sur la santé, l'éducation et l'agriculture ont également leur part de financement. Une journée d'échange consacrée aux pupilles de la nation. C'est une initiative de l'ONPN. l'Office national des pupilles de la nation souhaite une meilleure prise en charge des besoins de ces enfants. Parmi les priorités, l'éducation de qualité pour tous. Là-dessus, nous écoutons les explications du docteur Saliou Mamadou Saliou Diallo qui en parle au micro de Fatidia. Nous savons que l'éducation au Sénégal, c'est un peu cher. Et souvent, les pupilles, quand ils vont à l'université, certains, ils quittent Ziguinchor, ils viennent à Dakar, ils ont des problèmes d'hébergement. D'autres, ils viennent auparavant, ils n'avaient pas de bourse ou bien ils ont une bourse entière. Mais nous sommes en train, avec le chargé de la formation et de l'éducation, de voir comment nous pourrions quand même améliorer ces conditions. Parce que comme il a dit, nous avons eu à rencontrer les étudiants. Nous sommes allés également au service social de l'université et au niveau de la direction des bourses. Et donc toutes les bourses maintenant sont devenues des bourses entières. Sur le plan social, nous avons déjà les allocations que nous donnons mensuellement jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc l'enfant il reçoit 30 000 francs, donc ça veut dire 360 000 francs par année. Également, je crois que sur le plan de la santé, comme nous l'avons dit, nous avons réussi à les enrôler dans une mutuelle de santé qu'on appelle OFOLPAC qui est en collaboration avec la CEMU. Nous allons dans le sud du pays avec le département de Médina Yoro Fula, une des localités de la région de Kolda les plus touchées par l'immigration clandestine. La municipalité de Niamey a organisé la mobilisation sociale via des activités sportives pour parler aux jeunes des dangers de l'immigration irrégulière et des opportunités d'emploi qui leur sont offertes sur place. Un reportage signé sur place, Abdoulaye Diallo. Joindre l'utile à l'agréable, c'est avec ce concept que la municipalité de la commune de Niamey a joué pour sensibiliser les jeunes du département de Médina Yoro Fula des dangers de l'immigration irrégulière. Ils ont saisi l'occasion à travers un tournoi de football pour parler aux jeunes. Vraiment, tous les jeunes sont partis. Et l'emploi est là, parce que la terre est là. Hein, on a des eaux, voilà l'eau. Vous avez vu ce matin-là, vous avez vu notre Sofanyama. Et tout ça, on a fait ça pour lutter contre l'immigration. Parce qu'avec ça, on va essayer vraiment de voir quelque chose qu'on pourra faire pour que les jeunes-là aient quelque chose vraiment dans leur terroir, au lieu d'aller de mourir dans les eaux océaniques. C'est la première édition. Les jeunes vraiment sont très dynamiques et on ne peut pas aller laisser les jeunes derrière. Voilà pourquoi j'ai mobilisé cette coupe-là, la Coupe du maire. Les participants ont quitté les 4 points du département de Médina Yoro Fula pour répondre à l'appel du maire de Niamey. Les jeunes disent avoir compris les messages, mais ils réclament des formations professionnelles et des infrastructures sportives. Aller à l'immigration n'est pas du tout ma préférence. Je préfère rester chez moi, continuer à pratiquer mon job, participer à des activités sportives à l'image de ce match de football et vivre auprès de mes parents. Vraiment, je peux me contenter de ça et ne pas penser à aller à l'aventure. De un, manqué nañu stade
Deuxièmement, il nous manque des terrains de football et tout ce qui s'ensuit pour le sport. Les jeunes d'ici aiment le sport. Malheureusement, nous sommes laissés à nous-mêmes. C'est pourquoi nous en appelons à la dirigeance du ministre des Sports pour freiner l'immigration dont nous sommes victimes. L'éradication du phénomène de l'immigration irrégulière dans une zone comme celle de Médina Yoro Foulah nécessite une implication surtout de l'État, de ses partenaires et des populations elles-mêmes. En mode de culture à présent, avec l'ouverture de la FILDAC cet après-midi, avec la remise du prix pour la promotion de l'édition au Sénégal par le chef de l'État. Occasion pour nous de nous intéresser à l'édition au Sénégal en secteur à assainir selon les acteurs. Fatou Kinedem et Pape Sangone Bey ont rencontré l'éditeur et auteur Seydi Sow. L'édition, un maillon dans l'industrie du livre. Une souveraineté nationale, comme disait Alioune Badara Bey, un secteur aussi ouvert de telle sorte que beaucoup se disent éditeurs. Il faut assainir selon les acteurs. Il y a beaucoup d'intervenants. Est-ce que tous ces intervenants sont potentiellement des éditeurs? Parce que si on n'a pas des professionnels en la matière, nous ne pourrons pas avoir la qualité de l'ouvrage qui va sortir. Si on veut mettre un accent sur la qualité des livres qui vont sortir, il nous faut d'abord faire ce travail. Outre ce travail de qualité, les éditeurs mettent l'accent sur les critiques littéraires. Si aujourd'hui, Victor Hugo, en son temps, a eu à veiller à la qualité de son écriture, c'était à côté de lui, il y avait Saint-Beuve, qui chaque fois qu'il s'éloignait des normes, qu'il s'éloignait de cette qualité, Saint-Beuve lui a appelé en disant que non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as écrit. On n'a pas ça. Je ne suis pas certain que quelqu'un puisse écrire de façon à ce que ces écrits-là traversent le temps et l'espace s'il n'est pas lui-même ouvert à la critique. Elle est nécessaire à la qualité de ce que nous faisons. Or, aujourd'hui, il y a un silence presque coupable de ces critiques littéraires. Des centaines de livres peuvent être publiés chaque année au Sénégal. Des mesures d'accompagnement, une nécessité pour booster l'industrie du livre. Le livre ne constitue pas un événement dans notre pays. Quand par exemple un musicien produit une cassette ou quelque chose, c'est en somme un événement. Il y a un battage médiatique, il y a tout un tas. Mais quand l'auteur produit un livre, à la limite, ça passe inaperçu. L'espoir de voir ce secteur rayonner un jour est permis avec le fonds d'aide à l'édition revu à la hausse. Par ailleurs, l'État prévoit de mettre en place une bibliothèque nationale et des bibliothèques régionales. Fatou Kinedem, Amadou Sadadia, écrivain et l'un des parrains de la 16e édition de la FILDAC, occasion saisie par la rédaction pour rendre visite à cet auteur âgé de 95 ans, véritable, un vrai amoureux du livre. Ibou Diouf Ababakar Kamara. Je suis né en 1922, je suis du Fouta. Et pourtant, il garde toujours cet amour pour la littérature. Amadou Sadadia trouve toujours la ressource nécessaire pour parler du livre. Rien ne remplace les livres, parce que c'est les livres qu'on garde, qu'on lit et qu'on classe. C'est quelque chose, ça s'implique dans la mémoire. Que de faits à relater de l'avant-indépendance, l'après et le monde d'aujourd'hui. J'en ai plein dans la tête. J'en ai plein que je n'ai pas dit. Ce passionné de la littérature a eu un parcours qui n'a rien enlevé à son engagement. J'ai été syndicaliste, j'ai été membre de partis politiques. D'abord, j'ai fait l'Union démocratique sénégalaise. Notre société et la modernité, cet écrivain dénonce souvent l'utilisation des outils de l'information. Le reste, c'est portable, c'est l'histoire, c'est danse, c'est l'histoire futile. On écoute, elle est vraiment... Maintenant, je crois que dans tout le monde est en train de tu vois, portable, matin et soir, 24 heures sur 24. On ne fait plus autre chose. Intellectuel engagé au service du livre, ce qui fait de lui un des parrains de la 16e édition de la FILDAC. Ah oui, pour moi, c'est un plaisir. La culture, c'est l'essentiel dans la vie des gens. L'auteur du livre, un Foutanké qui a traversé 3 générations, aime aussi son pays et ses petits-enfants.
un élément de paix. Je souhaite à tous mes enfants, à tout ce peuple-là, de vivre en paix. Que Dieu vous garde tous, qu'il vous protège en toutes circonstances, les enfants. Avant la page internationale, retenez que Viviane Bampassi, ancienne ministre de la fonction publique, vient d'être nommée ambassadeur du Sénégal au Canada. Sur l'international, l'ancien vice-président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, de retour à Harare ce mercredi. Il va assurer l'intérim de la présidence au Zimbabwe en attendant l'organisation des prochaines élections présidentielles. Déjà désigné comme candidat pour le parti au pouvoir, il est parti pour être le favori de cette élection présidentielle qui se profile à l'horizon. Son portrait nous est dressé ici par Moussa Ngom. Il y a un peu plus de 2 semaines, il a été démis de ses fonctions et forcé à s'exiler en Afrique du Sud pour des raisons de sécurité. Aujourd'hui, le vice-président Emmerson Mnangagwa rentre en héros au Zimbabwe pour prendre la relève du président démissionnaire Robert Mugabe après le coup de force de l'armée en sa faveur. Le compagnonnage entre les deux hommes s'achève sur une fin mouvementée après une querelle de succession qui opposait l'ancien vice-président à la première dame Grace Mugabe. C'est dès le début des années 60 qu'il rejoint la guérilla qui réclame l'indépendance et le retrait du pouvoir des mains de la minorité blanche aux côtés de Robert Mugabe avec qui il séjourne plusieurs années en prison. L'ancien président dont il sera le bras droit, Mugabe lui confie des postes clés qu'il gère avec une dureté telle qu'on le surnomme le crocodile. Des organisations de défense des droits de l'homme lui reprochent d'ailleurs son rôle dans la répression meurtrière au Zimbabwe durant ses années de présence dans l'appareil sécuritaire, notamment lors des violents événements post-électoraux de 2008. Propulsé à la tête du parti au pouvoir, la ZANU-PF est désigné candidat à la prochaine élection présidentielle. Il est plus que probable qu'il soit élu en 2018. Et l'ancien ministre des Finances, âgé aujourd'hui de 75 ans, devra faire face aux nombreux défis économiques dans son pays, avec une majorité de la population actuellement au chômage.